Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est la vidéo d'après-rentrée, je suis rentrée de vacances et puis j'ai eu beaucoup de choses à faire à la rentrée comme vous très certainement et du coup maintenant je vais vous montrer ce que j'ai chiné lors de mon dernier voyage au mois d'août à l'étranger. Et donc je suis partie au Portugal et notamment à Lisbonne. Je vais d'abord vous montrer quelques images de mon voyage et quelques images aussi de la brocante où je suis allée à Lisbonne et ensuite on va passer aux objets que j'ai trouvés là-bas sur place et que j'ai ramenés dans ma valise. Allez, c'est parti!
va tout de suite regarder ce que j'ai trouvé là-bas. Alors je suis allée à Lisbonne au marché aux puces qui s'appelle a Feira da Ladra. C'est un nom qui veut dire le marché de la voleuse. Alors pourquoi de la voleuse? Parce que il y a une rumeur qui dit que ce qui est vendu là-bas est souvent volé, des objets volés. Aujourd'hui c'est moins le cas que fut un temps, mais c'est vrai que, attention quand même, notamment les touristes ont souvent envie de s'acheter des azulejos. Vous savez, ce sont les petits carreaux de ciment qu'on voit sur les façades des maisons portugaises. Sachez que, notamment dans a Feira da Ladra, vous pouvez en trouver, mais que malheureusement, très souvent, ce sont des carreaux qui ont été arrachés dans les façades. Donc ce sont des vrais carreaux, mais qui ont été arrachés. Et pour le patrimoine de Lisbonne, pour vous, touristes qui venez voir cette ville qui est fantastique, franchement, si on enlève tous ces beaux azulejos des maisons, eh bien Lisbonne n'aura plus le même caractère et ça serait vraiment dommage d'abîmer ce patrimoine. Mais vous pouvez aussi y trouver des vrais azulejos anciens, notamment du 19e siècle, chez des boutiques en pignon sur rue tout autour de l'endroit où se tient la brocante et qui en fait, eux, sont plus des antiquaires que des brocanteurs et donc on les voit assez bien puisqu'ils déposent devant le trottoir et derrière il y a la boutique, une vraie boutique avec une vitrine, etc. Et quand vous rentrez dedans, vous voyez bien que les prix sont pas pareils et que ce sont vraiment des objets anciens et des antiquités. Voilà. Mais sinon, dans cette brocante qui est très très vaste, hein, vous allez avoir essentiellement des petits vendeurs à la sauvette, des particuliers qui vendent et aussi des professionnels brocanteurs. Et puis comme je vous ai dit, sur les côtés, sur les gens qui ont des boutiques tout autour, vous aurez des vrais antiquaires. Ce marché aux puces se trouve dans le quartier de l'Alfama. Donc pour vous situer un petit peu, vous avez le centre de Lisbonne qui pour moi est la place du commerce, où vous avez en fait une énorme place avec un roi sur son cheval au milieu et elle s'ouvre sur le Tage, cette place, et en fait à 20 minutes de là, vous avez ce marché aux puces qui se tient 2 fois par semaine, donc le mardi et le samedi, de 8h à 17h. Vous pouvez vous y rendre et aller chiner à Lisbonne toute l'année. Pour le trouver, c'est assez facile. En fait, il faut vous rendre au Panthéon. Le Panthéon national portugais se trouve au Campo de Santa Clara. Donc, je vous écrirai tout ça, comme ça vous pourrez noter si vous voulez y aller. Et quand vous arrivez devant le Panthéon qui est tout blanc et assez monumental, eh bien, il faut aller derrière le bâtiment. Et là, vous avez le début de la brocante qui, comme je vous l'ai dit, va être très très grande et va s'éparpiller dans les rues autour. Et ce qui est sympa quand vous baladez en plus, c'est que très régulièrement, quand vous regardez à l'horizon, vous aurez des petites vues entre les immeubles sur le Tage, donc sur la rivière en fait, qui est en face de Lisbonne, qui s'appelle le Tage. Et ça, c'est très agréable aussi quand on est un touriste et qu'on veut flâner dans la ville et en même temps chiner. Donc moi, c'est pas la première fois que je vais à Lisbonne ni même au Portugal, je connais assez bien. Et c'est vrai que quand je vais dans cette ville, je ne manque jamais de me rendre dans ce marché aux puces là, parce qu'on y trouve des prix qui sont tout à fait raisonnables, exactement comme on a ici. Alors que quand vous voulez chiner dans des boutiques d'antiquaires ou bien un peu brocantes qu'on peut trouver dans les rues branchées de Lisbonne, et bien souvent c'est très très cher. Donc c'est sympa, c'est bien décoré et en tant que touriste ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à y aller. Mais par contre, c'est pas là où vous allez faire des bonnes affaires niveau prix puisque ce sont vraiment des prix de capitale, hein, puisque Lisbonne c'est la capitale du Portugal. Au même titre que si vous alliez chiner à Paris, dans les boutiques d'antiquaires, ça serait des prix assez élevés. Donc moi c'est pas ce que je recherche, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de ces marchés aux puces là, qui lui est vraiment déjà traditionnel, il existe depuis très très longtemps dans la ville. Et en plus de ça, il est à portée de bourse de tout le monde. Tout le monde peut aller s'acheter un petit souvenir de Lisbonne et le ramener chez lui. Et en plus, ça sera de l'occasion et personne n'aura le même. Donc ça, niveau touriste, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Plutôt que d'acheter des choses dans les magasins de touristes que tout le monde a, et bien là, vous pourrez vous acheter un objet qui vous rappellera Lisbonne et que les autres touristes n'auront pas. Donc moi, je cherchais essentiellement de la vaisselle. J'ai trouvé un petit peu, mais pas grand-chose. Pour vous donner une idée, si vous aimez la vaisselle et que vous avez envie d'acheter de la vaisselle portugaise, cherchez les estampilles à l'arrière où il y aurait écrit la ville qui s'appelle Leiria, donc je vous écris en dessous. Leiria, c'est une ville dans le centre du Portugal, pas très loin de Lisbonne, à peu près à 1 heure de route. Et cette ville est le centre, donc et tout ce qu'il y a autour, hein, c'est pas que cette ville-là, mais tout ce qui vient autour de cette région, est le centre historique au niveau du Portugal, de tout ce qui est production de céramique, porcelaine, poterie, et notamment de fabrication assez prestigieuse.
C'est un peu comme nous en France, on a nos villages du nord de la France où on produit de la belle vaisselle ancienne et où on a tous les grands noms qu'on recherche aujourd'hui en brocante. Eh bien au Portugal, c'est plutôt dans la région centre et dans la région de Leiria. Et pourquoi? Parce que Leiria en fait est très connue pour son argile qui est extrêmement réputée. Et donc à partir de là, c'est tout naturellement que les artisans se sont mis à produire là-bas de la poterie, de la céramique et tout ce qui est autour des arts de la table. Il y a une marque très très connue notamment que j'espérais trouver mais que je n'ai pas trouvé qui s'appelle Bordalo Pinheiro. Peut-être que ça vous parle si vous aimez la jolie vaisselle. Bordalo Pinheiro, c'était en fait un homme influent portugais du 19e siècle qui vivait à côté de Lisbonne et qui a justement ouvert avec son frère une boutique de céramique dans la région de Leiria et notamment dans un village qui s'appelle Caldas da Rainha, donc en fait Caldas da Rainha. C'est un village extrêmement réputé pour sa belle poterie, pour sa belle vaisselle. Il a produit énormément d'objets, de vases, d'art de la table et notamment des barbotines. Ils sont énormément connus pour les barbotines. Donc je vous mets quelques photos des barbotines pour que vous voyez un peu ce que c'est. La plus connue, c'est le modèle chouk. En tant qu'autouriste, je pense que vous aurez vu partout au Portugal. Des soupières, des bols en forme de chou. Ça vient de Bordalo Pinheiro qui en fait a été l'un des premiers à les produire et à avoir une grande renommée et à les vendre à l'international. Et donc tout ça, c'était au 19e siècle. Aujourd'hui, si vous avez la chance de tomber sur un objet du 19e siècle estampillé Bordalo Pinheiro, sachez que vous pouvez les revendre plusieurs milliers d'euros en fonction de son état et du nombre de pièces. Donc vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement recherché, connu à l'international. Et en tant que chineuse, on a toujours espoir de peut-être trouver sur une belle pièce comme ça. Bon, ça n'a pas été le cas. Par contre, j'ai trouvé autre chose que je vais vous montrer tout de suite. La première chose, c'est cette petite tasse. Alors vous voyez, c'est une petite tasse qui fait très années 70. Elle a un style comme j'aime, avec une anse comme ça un peu large. Ici, vous voyez qu'elle peut en fait s'emboîter dans une autre tasse en dessous. Je pense que c'était un service. La couleur verte comme ça, j'adore. Le motif cachemire, c'est super sympa. Donc elle est en très bon état. Et derrière, si je vous montre, je vous ferai une photo de l'estampille. Mais en fait, il y a écrit Leiria Madalena. Et donc en fait, Leiria, c'est la ville dont je vous ai parlé, d'où vient la très belle vaisselle portugaise. Et Madalena, c'est un quartier, un secteur qu'il y a là-bas. Et donc ça permet d'identifier un petit peu où ça a été fabriqué. Par contre, je pense qu'elle date des années 70 et ça explique pourquoi il n'y a pas de cachet d'une grande maison ou même d'une maison tout court. C'est probablement parce que le Portugal dans les années 70 n'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui et notamment d'un point de vue touristique, on était à des années-lumière de ce qui se passe aujourd'hui au Portugal et donc c'était essentiellement des tas de petits artisans qui fabriquaient de la vaisselle, de la céramique et il y avait quelques grands noms, Bordalo Pinheiro dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui eux produisaient en masse, mais sinon c'était vraiment des petits artisans qui fabriquaient à leur nom, qui n'avaient pas forcément une marque avec un visuel déterminé, c'était plus quelqu'un qui vivait de son art et qui fabriquait des choses et qui les revendait ensuite dans sa petite boutique privée à Leiria. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez de la belle vaisselle, cherchez plutôt une estampille avec ce nom de ville-là parce que très probablement, ça sera de toute façon de la qualité et ils sont réputés pour ça. Mais même encore aujourd'hui au Portugal, quand vous achetez de la vaisselle et notamment de la poterie, celle qui est rouge, un peu sombre, je vais vous montrer quelques photos qu'on connaît assez bien au Portugal, souvent c'est fait par des artisans qui n'ont pas de marque spéciale, qui n'imposent pas forcément une signature ou qui mettent juste un petit sigle qui n'est pas forcément identifiable, mais ça n'empêche pas que c'est de la très très bonne qualité. C'est juste une façon de fabriquer qui est un peu différente de chez nous, où on fabrique en masse avec des grosses usines, etc. Au Portugal, c'est plutôt des petits artisans qui travaillent et il y a quelques grands noms qui, eux, vont fabriquer en nombre et à l'international. Voilà, donc super contente de cette petite tasse. Ensuite, j'ai trouvé cette belle assiette. Alors, regardez comme elle est jolie, franchement. J'adore les motifs, je la trouve super belle, en bleu comme ça. Et puis, c'est une assiette creuse, mais je pense qu'on pourrait presque appeler une assiette de présentation parce qu'ici, il y a bien 3 cm d'épaisseur. Et souvent, les assiettes un peu surélevées comme ça, ce sont plus des assiettes de présentation que des assiettes creuses. Il n'y avait que celle-ci, mais j'aurais bien voulu en acheter plus. Elle est extrêmement lourde et donc extrêmement solide. Et derrière, il y a une marque que j'ai du mal à identifier. Je
penche pour la piste de la maison Porcel. Donc la maison Porcel, ça existe toujours aujourd'hui. Il y a un site internet du même nom où vous pouvez aller et commander. C'est écrit en français aussi si vous le désirez. Et c'est de la très très belle vaisselle assez luxueuse. En fait, c'est dans la même veine que Villeroy et Boch. Vraiment, par exemple, si vous recherchez de la belle vaisselle de Noël, Villeroy et Boch, ça coûte assez cher. Si vous allez sur le site de la maison Porcel, vous allez voir qu'il y a de la très très belle vaisselle exactement dans le même genre, dans le même esprit. C'est de la très très belle qualité également. Et les prix sont un petit peu moins chers puisqu'au Portugal, c'est quand même des prix moins chers que dans le nord de l'Europe. Hein. Ça, c'est comme ça. Plus vous allez vers le haut de l'Europe, plus vous avez des prix chers. Et plus vous allez vers le sud de l'Europe, et plus vous aurez des prix dégressifs. Ça, c'est géographique. Hein. En même temps, le pouvoir d'achat n'est pas le même. On gagne plus dans le nord de l'Europe que dans le sud. Donc ça s'explique. Donc je vous invite vraiment, pour acheter un beau service de vaisselle, plutôt que de vous ruiner sur Villeroy et Boch, allez plutôt acheter sur la maison Porcel. C'est de l'excellente qualité. Vous allez voir que c'est dans la même veine. Et notamment, je vous invite à aller déjà regarder la collection de Noël parce qu'elle est en ligne. J'ai regardé du coup. Et je pense, même si je n'en suis pas certaine, que ça doit être un ancien logo de la maison Porcel. Pourquoi ? Parce que cette marque existe depuis 1987, si je dis pas de bêtises, et que je pense qu'elle n'avait pas le logo qu'elle a aujourd'hui. C'est assez difficile de trouver des renseignements dessus, donc je ne peux pas en être certaine. Mais il est fort probable qu'en plus, avant cette date, elle existait déjà, mais peut-être pas avec la même dénomination. C'est souvent le cas dans tout ce qui est marque de vaisselle et de poterie. Voilà, donc vraiment super contente de cette petite trouvaille. Ensuite, j'ai trouvé un objet un petit peu atypique quand même. C'est cet objet en forme de papillon, moi je dirais. Je sais pas ce que ça vous évoque, vous. Ça fait très art nouveau, hein, vous savez, début du siècle, quand on se sert des formes de la nature et de la femme aussi pour faire des arts décoratifs. Et donc il y a beaucoup comme ça de lignes onduleuses comme ça, avec des vagues, des tas d'ornements. Et en fait cet objet, je pense, est un porte-courrier, vous voyez là. Alors vous pouvez aussi y mettre des serviettes par exemple si vous voulez, hein, mais il est assez petit. Il n'est pas très très haut pour pouvoir y mettre des serviettes, je trouve. Donc je pense vraiment que ça servait à mettre son courrier. Et donc vous voyez qu'il a deux faces identiques. Il a des petites pierres bleues ici. Alors, je ne sais pas si ce sont des vraies, hein, franchement je ne pourrais pas dire. Et là pour moi c'est du laiton. C'est du laiton qui a un petit peu vieilli, hein, parce que je pense que cet objet n'est pas tout récent. Voilà. Il n'y a pas de marque, pas d'estampille particulière, si ce n'est qu'il est bien travaillé et que je le trouve très très beau. Et donc voilà, j'ai craqué quand je l'ai vu. Ensuite, j'ai trouvé également ce petit pot en verre de couleur verte. Donc je vous montre l'intérieur. Donc derrière, c'est taillé en étoile, comme ça. C'est très très joli. Donc je vous montre comme ça également. La couleur verte est très belle. Je ne sais pas si ça ne serait pas de l'ouraline. Alors l'ouraline, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a souvent cette couleur verte claire, vraiment vert pelouse un peu. Parfois c'est jaune fluo aussi. Et l'ouraline, ça a été fabriqué avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a été produit entre la fin du 19e jusqu'à l'entre-deux-guerres. Et c'était fait avec de l'uranium à l'intérieur. Et si vous mettez une lampe ultraviolette, alors je n'en ai pas, je ne pourrais pas le vérifier, mais avec une lampe ultraviolette, vous pouvez voir si jamais c'est fluorescent. Si c'est fluorescent dans le noir au contact de la lampe ultraviolette, alors vous êtes en présence d'ouraline et il y a à l'intérieur de l'uranium. Alors je vous rassure, en très petite quantité, donc ça ne va pas vous irradier si vous en avez chez vous. Par contre, effectivement, ça reste un objet un peu curieux qui est recherché par beaucoup de collectionneurs parce que justement, un verre a la particularité de contenir de l'uranium. C'est ce qui fait sa couleur verte ou jaune, légèrement jaune, comme celle-ci. Et puis, comme je vous ai dit, c'est révélé à l'ultraviolet. C'est comme ça qu'on sait si c'en est une vraie ou pas. Voilà, donc là je ne peux pas le savoir, mais je le suppose au vu du style et au vu de la couleur que c'est le cas. Et vous voyez ici, vous avez aussi un petit couvercle travaillé en métal. Voilà, tout simple. Et donc ça c'est parfait pour poser ces petits bijoux, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'était pas une nécessaire de toilette posée sur une coiffeuse. C'est ce qui m'a attirée en premier évidemment. C'est fort probable. J'ai trouvé ce tout petit objet rond. Alors, avec la lumière, vous ne le verrez pas très bien. Mais c'est une petite boîte en métal vintage qui a toujours son contenant et qui est scellé.
Et dessus, moi quand je l'ai trouvé sur l'étal, il y avait énormément de monde, j'ai pas eu le temps de bien voir, il y avait énormément de touristes et il fallait faire vite, il y en avait d'autres qui regardaient aussi. J'ai cru que c'était une petite boîte de produits de beauté et parce qu'il y avait écrit en haut Rosette et Rosette, bah, pour moi c'était rose et donc j'ai pensé au fard à joues ou quelque chose comme ça. Sauf que en rentrant chez moi et en lisant, j'ai compris qu'il y avait écrit, donc c'est écrit en portugais mais je vous le traduis en français, il y avait écrit pâte brillante pour le cuir et donc société portugaise à Lisbonne. Et donc du coup j'ai compris qu'en fait c'était certainement un produit d'entretien pour le cuir, pour les chaussures notamment, mais en rose, d'où la couleur rose comme ça, ce qui est assez original. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en bas, vous voyez, il y a écrit Lisboa, et Lisboa, c'est Lisbonne en portugais. Et donc, je trouvais que c'est un souvenir sympa de la ville, sans pour autant avoir un objet touristique en soi. Voilà. J'ai trouvé chez un marchand d'anciens petits cahiers comme ça, donc je vous les montre comme ça. Ce sont des cahiers d'écoliers vintage, portugais du coup. Et donc on va commencer par celui-ci. Il en avait des tas, vraiment tous différents les uns des autres. Et moi j'ai préféré choisir ceux qui avaient une évocation sur le Portugal. Puisque j'ai déjà quelques cahiers d'écoliers chez moi, je les collectionne pas particulièrement, c'est vraiment un coup de cœur. Et moi ce que j'aime quand je suis en voyage et que je chine, c'est essayer d'avoir des objets qui me rappellent mon voyage. Et là techniquement c'est le cas. Vous avez ici un cahier qui parle d'une région du Portugal qui s'appelle le Ribatejo, donc vous le voyez là en relief. Et vous avez à l'intérieur tout ce qui caractérise cette région. Donc vous voyez qu'il y a l'agriculture, certaines églises, des monuments, des costumes traditionnels, voilà. Vous avez tout ça. Et donc je suppose qu'il y avait à l'époque plusieurs cahiers avec chaque région du Portugal. Donc j'aurais voulu trouver celle dont je suis originaire avec ma famille, qui est le nord du Portugal, qui s'appelle le Minho, mais je n'ai pas trouvé. D'ailleurs, il ne possédait qu'un seul exemplaire, c'était celui-ci, et je pense que les autres avaient sûrement dû déjà partir. Donc ici, vous avez la description écrite de la région. Donc ça vous donne des informations sur les monuments, quelle est la capitale, des faits historiques, la situation géographique. À l'intérieur, vous voyez les lignes d'écoliers à l'ancienne, quand les écoliers écrivaient dessus sur des lignes comme ça. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième, en fait, c'est dans le même genre. Il est peut-être un peu plus récent, celui-ci. Et donc, pareil, il est écrit Caderno Diario, ça veut dire cahier du jour. Et donc, vous avez cette fois-ci un map monde. Donc ça, déjà, ça me plaît beaucoup. Et au dos, vous avez la carte du Portugal. Et voilà, j'ai bien aimé, puisque là encore, c'est un clin d'œil à l'endroit où je l'ai chiné. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Donc pour vous donner une idée, la région où sont mes parents, c'est là, le Minho, qui est au bord du littoral, mais qui est dans le nord frontalier avec l'Espagne. Et Lisbonne se trouve ici. La région dont je vous parlais, centre où on fait de la très belle vaisselle, c'est là, tout autour. Et donc notamment par ici, vous avez Leiria, d'accord? Donc c'est tout autour là. Ensuite, vous avez le Ribatejo qui est là, et qui est la région collée en fait à celle de Lisbonne, et qui est celle du petit cahier que je vous ai montré là. Voilà. Donc vous voyez que la forme de la région est la même ici que là, tout autour, le découpage. Voilà, donc j'ai trouvé ça très sympa et un joli petit clin d'œil. Donc à l'intérieur, bah, c'est des petits carreaux cette fois-ci. J'ai trouvé ce tout petit flacon de parfum. Donc je vous en ai déjà montré un comme ça une fois dans le même genre. Dès que j'en trouve un comme ça qui me plaît en général, je l'achète. Il est extrêmement bien travaillé, vous voyez là, tout doré, tout le long et ciselé partout, sur le bouchon, en dessous. Le verre est en forme de coquille, c'est très très sympa. Et donc, un point à vérifier quand vous en achetez, c'est que vous ayez bien encore la partie en verre à l'intérieur qui servait à s'appliquer comme ça le parfum à l'époque. Et donc ça c'est important qu'elle soit encore entière si possible. Donc très très contente, il est vraiment très très beau. Donc c'est plein d'arabesques, hein. C'est pas des fleurs. Je trouve qu'à la vidéo on dirait un peu que c'est des fleurs, en fait non, hein. Ce sont des arabesques dorées. C'est vraiment très très joli. J'ai trouvé encore des papiers.
Ce sont des vieux journaux portugais et je les ai choisis parce qu'ils sont de la période de Noël. Alors j'ai dit les parce qu'il y en a un autre là qui attend sur mes genoux que je vais vous montrer. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est une très belle illustration de Noël. Donc les Portugais, vous savez ce qu'on dit au Portugal, il y a deux religions, hein, le catholicisme et le football. Donc vraiment c'est deux choses très importantes dans le pays. On est croyants, on va à la messe en général tous les dimanches et en même temps tout le monde regarde le foot toutes les semaines, voire même tous les soirs s'il y a un match à la télé. C'est bien simple, vous allumez la télé aux infos, la première chose dont on parle c'est le football. Hein. Avant la politique, avant les catastrophes dans le monde, on va parler foot. Voilà. Et donc la deuxième chose c'est la religion catholique et donc souvent les dessins de Noël sont plutôt religieux. Et donc là vous voyez qu'il y a un petit ange et vous voyez ici les bougies de la veillée de Noël avec le ou. Il date du 1er janvier 1960, donc là on est même en fait sur le nouvel an. Il a été édité à Lisbonne. Donc, je vous montre quelques pages à l'intérieur. Ici, vous avez des chants de Noël et des chants de Nouvelle Année. Vous voyez avec des bougies, des enfants qui chantent. Vous avez plusieurs histoires comme ça à l'intérieur. Voilà, tout est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Sauf au dos, vous avez une histoire apparemment de roi et de reine, hein, si vous regardez en format BD. Le deuxième magazine que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc lui, il s'appelle Lusitas. Alors Lusitas, ça fait référence à la Lusitanie, hein, tous les endroits où on parle portugais, hein, lusophone. Donc ça a été probablement édité dans tous les pays où on parlait, j'imagine, portugais. Et donc là, on est dans la nativité, dans une scène de nativité avec la crèche de Noël, les décos de Noël au-dessus. Donc ce que j'aime, c'est les dessins. Hein. C'est vraiment désuet, c'est mignon. Vous savez, vous me connaissez un peu si vous me suivez. Ce genre de petits dessins anciens, vintage, un petit peu naïf, hein, eh bien j'adore, je trouve ça très mignon. Et en fait, je trouve que c'est assez sympa à mettre en affiche ou poser comme ça sur une étagère à Noël pour les fêtes, pour décorer. Et puis sinon, je les garde de toute façon en souvenir. Donc là, on a une petite histoire qui s'appelle Le miracle de Noël, avec une bonne sœur là, à l'église, des petits anges. Et alors, je vous ai pas dit, celui-ci, ça date du 15 décembre 1957 et c'était un magazine pour enfants puisqu'il y a écrit que c'était une publication pour les enfants. Là, vous avez une histoire de Noël. Vous voyez qu'il y a les enfants qui préparent le sapin, le Saint-Nicolas, le Père Noël ici. Voilà. Je vous montre comme je peux parce que je vois pas trop ce que je vous montre d'ailleurs, mais c'est vraiment très sympa, très mignon. La dernière chose que j'ai trouvée, parce qu'on arrive à la fin de ma Chine à Lisbonne, c'est ces petits jouets. Alors ce petit jouet, c'est une machine à coudre. Elle a la particularité d'être en plastique au niveau du bas, vous voyez, et en métal au niveau du haut. Et donc vous voyez qu'ici ça tourne. Alors je force pas trop, mais vous pouvez faire le tour. Moi je force pas parce que j'ai peur de la casser. Et donc ici ça fait coulisser là. Et j'imagine qu'elle devait un petit peu bouger en bas. Voilà. Et donc vous voyez que la machine à coudre est décorée. Pareil pour la table. Et donc au dos, par contre, elle est beaucoup plus sobre. Vous voyez également ici la marque du jouet qui s'appelait Pépé. Alors j'ai pas trouvé d'informations dessus. La dame m'a juste dit que c'était un très vieux jouet pour enfants, c'était un jouet portugais. L'est-il ou pas? J'ai pas trouvé d'informations. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire. J'imagine que ça devait être pour une poupée. Je pense pas que c'était trop pour les Barbie, puisque au Portugal, c'est entré assez tardivement dans les mœurs, les Barbie. J'ai été trop contente de la trouver, tout simplement parce que ça me rappelle mes deux grand-mères portugaises qui avaient chacune une vieille machine à coudre qui ont cette forme-là, hein, sauf qu'elles ne sont pas aussi colorées, elles sont noires en haut et en bois en bas. Ces machines sont en métal ici, en bois là et encore en métal là. Et c'est tout teinté en bois et en couleur noire et ce sont les machines de la marque Singer. Donc je vous mets une petite photo là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais voilà, mes deux grand-mères en avaient une chacune dans leur maison. Elles s'en sont servies jusqu'à très tard dans leur vie. Même quand elles avaient une nouvelle machine à coudre beaucoup plus moderne, eh bien elles ne se servaient presque jamais des machines modernes, elle préférait toujours l'ancienne et c'est un élément de décoration très joli. Ma mère a gardé celle de sa maman à son décès et on l'a aujourd'hui dans notre maison de vacances au Portugal et j'étais super contente de trouver ce jouet là qui me rappelle vraiment ma famille, des souvenirs d'enfance là-bas quand je partais en vacances là-bas. Maintenant ici en France, j'aurai ma petite machine à écrire qui trône et qui va me rappeler ces bons moments là et qui va en même temps me rappeler ma Chine à Lisbonne de cette année. Voilà, donc gros coup de cœur, c'est vraiment mon objet préféré de tout ce que je vous ai montré.
Et j'ai été tellement contente de la trouver. Vraiment, ça m'a fait une joie, vous savez, comme quand vous trouvez un Graal. J'imaginais pas du tout trouver ça en y allant, et c'est vraiment le genre d'objet qui m'a rendue folle de joie de ramener chez moi dans mes valises. Voilà pour tout ce que j'ai chiné, j'espère que ça vous aura plu. Dans la prochaine vidéo que je vais vous faire, je vais vous montrer des objets de décoration d'automne. Il y a une partie que j'ai chinée, mais comme la décoration saisonnière et notamment celle d'automne n'est pas vraiment ancrée dans les mœurs en France, j'ai pas trouvé grand chose en brocante. Et du coup, j'ai dû acheter des objets neufs pour faire ma déco et faire plaisir à mes filles qui avaient très envie que je fasse des décos plus saisonnières dans la maison, ce que je faisais pas vraiment avant. Et donc ça, c'est ce qui arrive après cette vidéo-là. Vous verrez ce que j'ai chiné et ce que j'ai acheté de neuf également. Voilà, à très bientôt.